Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, bienvenue à la chronique livre de Jean-François Lisée. Bonjour Jean-François. Alors, tu veux nous parler Bonjour Richard. C'est qu'il y a plusieurs livres politiques qui sont sortis en même temps, donc tu veux faire le tour. Oui, et comme c'est le Salon du livre en fin de semaine, il va y avoir des gens qui vont signer, y compris votre humble serviteur. Hein, je serai là, je vais vous le dire, je vais faire ma plug. Alors, vendredi de 17h à 19h ou samedi de 17h à 18h. Ça, c'est pour par la bouche de mes crayons. C'est ton recueil des meilleures chroniques du Devoir. Excellent. Oui, c'est ça. Exactement. Excellent. OK, exactement. Et puis, vous avez le droit de venir avec d'autres de mes livres et les faire signer aussi. Okay. Alors, donc, moi, j'aime beaucoup lire les livres politiques québécois qui sortent. Alors, ils m'ont vraiment comblé cet automne. J'ai commencé avec le livre de Godin, c'est-à-dire Godin, c'est le titre, de Jonathan Livernois. C'est la première biographie complète de Gérald Godin, donc, ce poète, journaliste, devenu ministre du gouvernement Lévesque, et il y a un mythe autour de Gérald Godin, évidemment. Il avait été emprisonné pendant la crise d'octobre, et ensuite, 6 ans après son emprisonnement, il est devenu le député de Mercier en battant Robert Bourassa, celui qui l'avait fait emprisonner. Alors, c'est quand même extraordinaire. Et quand il est devenu ministre, un de ses gardes du corps, c'était un des policiers qui était venu l'arrêter pendant la crise d'octobre. Alors, voyons. Ça s'invente pas. Alors, cette biographie est très compétente. Je dirais pas qu'elle est écrite de façon passionnante, mais c'est très compétent. Ça nous fait comprendre aussi que, d'abord, Godin est connu pour son ouverture à la diversité culturelle et effectivement, dans son comté de Mercier, il a réussi à capter une partie du vote des minorités culturelles, ce qui est assez rare pour un député péquiste. Les bloquistes avaient réussi à le faire à un certain moment, mais il n'est pas très ouvert envers la communauté anglophone. C'est ça qu'on découvre. Il était parmi ceux qui étaient pour l'unilinguisme français dans les premiers débats au Parti québécois. L'autre chose qui est, donc, il est moins lisse que le mythe qui l'entoure le laisse entendre, donc il est plus compliqué que ça. Et ce qui me frappe, c'est que l'essentiel de sa contribution, en fait, c'est lorsqu'il est journaliste, il crée un magazine, enfin un journal hebdomadaire qui s'appelle Québec Presse. Il dirige les éditions Parti pris. C'est lui qui publie le livre de Vallière, Nègre blanc d'Amérique, qui est un grand succès, mais qui lui cause toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, il est accusé de sédition à un moment pour avoir publié le livre. Et donc, sa contribution est très forte avant d'entrer en politique. Et ensuite, il devient un ministre relativement sage, finalement. C'est pas quelqu'un qui bouscule le réel en tant que ministre, sauf que c'est lui qui lance le signal du retour de Jacques Parizeau après le départ de René Lévesque. Est-ce qu'on parle de sa vie intime? Parce que, tu sais, le couple Pauline-Julien et Godin, c'était un peu comme Michel Chartrand et Simone Chartrand. Là, et on pourrait dire même, à la limite, écoute, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Tu sais, c'était un couple modèle. Est-ce que ça chicanait, ce couple-là? Est-ce que il était aussi uni qu'on le croyait qu'il était? Et c'était la tourmente constante. Ils étaient, d'abord, ils étaient pas complètement... ils étaient clairement pas fidèles l'un à l'autre. C'était l'époque. C'était l'époque. Ça posait des problèmes. Ils se réconciliaient. Il y avait un amour très, très vif et des engueulades très, très vives. Alors, un couple très turbulent. Alors, je le recommande. Deuxième biographie, Louise Arel, Sans compromis. Ça, c'est un livre qui a été écrit par Philippe Schnob. Philippe Schnob était journaliste avant de devenir... responsable de la STM, et donc c'est son retour au journalisme avec cette biographie. Et là, Louise Arel, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une rebelle, un peu comme Godin, mais l'essentiel de son travail se fait sur les banquettes ministérielles. C'est une vraie réformiste. C'est quelqu'un qui dit, c'est vrai qu'il y a des limites au travail parlementaire, mais moi, je vais aller au maximum, que ce soit sur les municipalités, sur l'aide sociale, l'équité salariale. On lui doit énormément de législation très progressiste dans le monde du travail aussi, sur la formation professionnelle. Et c'est épuisant de la suivre parce que c'est une énergie folle.
en faveur de la réforme et ça te montre comment quelqu'un qui est déterminé, même si quelqu'un qui était vu comme très idéaliste, René Lévesque, pouvait pas la voir en peinture au début parce elle représentait Montréal-Centre dans le Parti québécois et Montréal-Centre, c'était toujours les plus pressés sur toutes les questions. Lorsqu'elle a été élue vice-présidente du Parti québécois contre le vœu de Lévesque, ils ont été obligés de cohabiter. Et petit à petit, Lévesque s'est rendu compte qu'il y avait là quand même une force politique, une intelligence politique, et il l'a intégrée à son cabinet et elle a commencé une longue carrière ministérielle très, très considérable. Mais Jean-François, tu dis c'est une réformiste, elle a aidé à faire changer beaucoup de choses. Donc, tu vas donner ce livre-là à Catherine Dorion pour lui montrer qu'il y a des politiciens qui réussissent à faire changer des choses. Bon, ça, c'est ma troisième lecture, Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk de Catherine Dorion. Et effectivement, c'est comme la thèse et l'antithèse. Hein? Louise Arel, qui était une radicale, et qui a réussi à changer le réel, et Catherine Dorion, qui est une radicale et qui n'arrive pas à changer le réel, est avalée par le réel. Je vais vous dire, de tous les livres dont je te parle ce matin, le plus passionnant, c'est celui de Catherine Dorion. Parce que d'abord, les autres, c'est des biographies ou des textes. Celui-là, il est écrit au jeu, et c'est son expérience personnelle, et c'est à la fois ses audaces, ses extravagances et la douleur qu'elle subit de ne pas pouvoir être elle-même à l'intérieur du cadre parlementaire. Alors qu'on soit d'accord ou non avec elle, c'est une trajectoire. Mais pour elle, là, tout le monde a tort, sauf Catherine Dorion. Hein. Les médias sont dans le champ, les autres politiciens sont dans le champ, tout le monde est dans le champ. La seule qui a le bon pas, c'est Catherine Dorion. Oui. C'est une posture qui peut paraître assez insupportable quand même. C'est vrai, mais Jésus-Christ pensait ça aussi. Hein? Et puis Albert Einstein, puis un certain nombre de gens pensaient qu'ils étaient les seuls à avoir raison. Jésus, Einstein, Catherine Dorion, elle est en bonne compagnie. Ça, voilà. Alors, et c'est remarquablement écrit, mais effectivement, on voit que Catherine Dorion voulait changer la tonalité des choses, voulait constamment envoyer des signaux que le système fonctionnait pas. Mais ce n'était pas quelqu'un qui pouvait utiliser le système pour le changer de l'intérieur de façon significative et certainement pas de façon pointilleuse. Alors que donc, si tu restes dans ton coin, les bras croisés, en train de bouder, tu ne changes pas grand-chose, effectivement. Ben, tu peux... en fait, il arrive que les changements qui viennent de la rue, de la société civile, se traduisent en changements à l'intérieur du Parlement parce que des gens comme Louise Arel sont capables de voter des lois ou d'imposer des changements, mais il faut les deux. Il faut la rue, il faut l'évolution des idées à l'extérieur, puis il faut des réformistes à l'intérieur. Alors, je continue. Un livre que j'ai presque fini. Finalement, si le Québec solidaire était plus souverainiste, tu serais peut-être Québec solidaire, finalement. Non? Quand il pense. Moi, je suis un gars de gauche. C'est sûr que je suis à la gauche du mouvement souverainiste, mais il y a des choses dans Québec solidaire qui m'horripilent, surtout sur la question de l'identité et de la laïcité. Alors, je pense qu'on s'entendrait pas. On pourrait faire des alliances, mais je ne prendrais pas ma carte. OK. Alors, le duel culturel des nations par Emmanuel Lapierre. Oui. Alors là, c'est intéressant. On se dit, des livres sur le nationalisme, là, on en a beaucoup lu. Est-ce qu'on va en lire un autre? Celui-là, il prend la question autrement. Je sais pas, Michel Onfray, le philosophe qui écrit énormément en France, Michel Onfray avait fait un texte sur comprendre les philosophes à partir de leur vie personnelle. Pourquoi tel philosophe dit telle chose au contraire de tel autre? C'est parce que dans sa vie, il aimait beaucoup sa mère, ou il la détestait, ou il s'est passé quelque chose. Et ce que fait Emmanuel Lapierre, c'est dire, les grands auteurs sur la nation, lorsqu'on va voir qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur nation, ou comment leur nation a été opprimée, ou a opprimé d'autres nations, on comprend parfaitement pourquoi ils prennent une position pour ou contre le fait national. Et là, ça devient complètement transparent, parce que on peut débattre, est-ce qu'il y a du nationalisme ethnique, est-ce qu'il y a du nationalisme civique, comment on le définit. Et à partir du moment où il nous raconte comment chacun des auteurs a vécu son histoire nationale, on se dit,
Ils sont tous très biaisés, finalement. Ils nous racontent exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils proposent comme définition générale du nationalisme bon ou mauvais, ce qui était bon ou mauvais pour la nation d'origine de la personne ou sa vie nationale. Alors, c'est très, très bien fait. Non, très, mais très les idées viennent toujours de choses personnelles. Et Michel Onfray disait à propos de Freud, si Freud a inventé le complexe d'Oedipe, c'est parce que lui voulait coucher avec sa mère. Lui, il voulait faire ça. Et là, il disait que tout le monde, c'était le cas de tout le monde. Non, c'est son cas à lui, à Freud. Exact. Effectivement. Le livre d'Éric Bédard, figure marquante de notre histoire. Bon, alors ça, c'est sur la pile de choses que je vais lire. Je sais que je vais les lire, mais je peux pas dire que je les ai déjà lus. Figure marquante de notre histoire, volume 1, Bâtir. Alors, Éric Bédard et un certain nombre d'auteurs font des portraits de Samuel de Champlain, Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois, Les Filles du Roi, La Vérandrie, Marguerite Diouville, Ignace Bourgette, Lionel Groux, Marie-Victorin, Charlotte Tassé, Gabriel Leroy, René Lévesque, Gaston Miron. Et comme c'est Éric Bédard qui dirige ça, on sait que c'est bien fait. Ensuite, c'est une introduction, là. C'est pour les gens qui connaissent pas vraiment ces figures-là. Là. C'est une vulgarisation un peu là, de l'histoire des figures si on veut marquantes. passer à travers, c'est ça, avoir des repères, avoir une connaissance générale de l'histoire du Québec sans se taper les tomes de l'histoire du Québec, mais à travers des personnages, c'est ce qu'ils font. C'est une série de conférences que Éric fait, qui ont été regroupées par BLB Éditeur. J'ai hâte de lire le totalitarisme sans le goulag. Alors, évidemment, c'est plus français que québécois. C'est une suite de ses livres précédents où il fait j'allais dire l'autopsie, mais lui, il voudrait plutôt la vivisection. Hein, la différence entre l'autopsie et la vivisection, c'est que le cadavre est mort pour l'autopsie, il est vivant pour la vivisection. Alors, c'est la suite de la nouvelle gauche, en fait. C'est une vivisection de la nouvelle gauche, la gauche woke. Il dit que le wokisme est une sorte de totalitarisme soft, avec le sourire, mettons. C'est ça. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils te mettent pas dans la prison, du moins pas tout de suite. Le problème avec Mathieu Bock, c'est qu'à chaque fois qu'il publie un livre, on dit qu'il exagère, et quelques années plus tard, la réalité l'a rattrapé. Hein? Ça, c'est très, très... c'est fatigant. Maintenant, dans ce livre-là, il dit que l'extrême droite n'existe pas. Ça, c'est un de ses dadas. Il n'arrive pas à trouver une bonne définition de l'extrême droite. Mais moi, je lui ai dit, Mathieu, parce que c'est un ami, j'ai dit, je sais que selon toi, l'extrême droite n'existe pas, mais si elle existait, tu en serais. Voilà. Oh, alors, il serait d'extrême droite. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est un nationaliste, mais pas d'extrême droite. Mais l'extrême droite, c'est comme, on disait, de la pornographie. C'est difficile à définir, mais quand on en voit, on sait c'est quoi. Ben, tu lui diras ça, parce que lui, il a vu des gens d'extrême droite et de la pornographie, puis il reconnaît la pornographie, mais il reconnaît jamais l'extrême droite. Et Jean-François, je te conseille vraiment de lire le roman de Joseph. Je l'ai lu, le premier tome, les 600 pages au complet. Si tu vois mon pays, c'est sur les événements du 837, mais à travers des personnages. C'est une saga historique absolument passionnante. C'est super bon. Bon, alors ça, j'espère le lire pendant les fêtes de Noël, mais je dois féliciter tous ces auteurs qui travaillent très fort pour alimenter notre réflexion et notre connaissance de l'histoire du Québec, de ces grands personnages. Alors, bon salon du livre, il y a beaucoup de bons stuff. Bon salon du livre. Moi, j'ai déjà écrit des livres et j'allais au salon du livre et là, quelqu'un s'approchait de ma table et j'étais super content et on me demandait c'était où les toilettes. Alors, exact. Des fois, ça peut être un peu frustrant. Ben là, mais tu connais le truc. Le truc, c'est avez-vous très envie? Oui. Ben, je vais vous le dire si vous achetez mon livre. Voilà. OK, c'est comme ça qu'on vend des livres. Alors, on te voit ce week-end, bien sûr, là-bas au Salon du Livre. Merci pour cette chronique, Jean-François. Merci. Salut, merci. Salut. Justement, si vous voulez vous procurer le dernier livre de Jean-François Lisée et le faire signer au salon, ça s'intitule « Par la bouche de mes crayons ». C'est un recueil de ses meilleures chroniques du Devoir, ou alors vous abonner à son excellent balado au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur laboîtealizée.com.